Abdourahmane Niang. Un violent incendie ravage une grande partie du marché Ocas de Touba. L'origine du feu est inconnue, mais pour le moment, même si certains avancent la thèse du court-circuit électrique, les dégâts sont énormes, des millions de francs CFA partis en fumée. Marema Diop. Le feu a ravagé tout sur son passage, des centaines de millions partis en fumée, une véritable catastrophe. Un réveil brutal pour les sinistrés, certains étaient sans voix. D'autres s'en remettent tout simplement à Dieu. Pour Sénidien, le délégué du marché Ocas, une situation pareille ne s'était jamais produite auparavant. L'origine du feu reste pour le moment inconnue, même si la thèse du court-circuit est avancée par certains. Les soldats du feu de Touba et des renforts venus de Diourbel sont toujours sur les lieux pour circonscrire les flammes. Marema Diop, Touba, RFM. Que ce soit à Touba ou ailleurs, les interventions des sapeurs-pompiers sur le terrain, parfois c'est problématique. Les soldats du feu rencontrent d'énormes difficultés pour mener à bien leur mission, une situation due à plusieurs facteurs. L'inaccessibilité et l'anarchie dans les marchés, l'absence de bouches d'incendie, entre autres. Ajoutez à cela le maillage du territoire qui fait défaut. Barthélémy Ngom a évoqué le sujet avec un expert en sécurité. Sauver ou périr, ce slogan des sapeurs-pompiers a fini par faire d'eux de véritables héros. Ils sont présents à chaque appel, au secours d'accidents, de noyades, d'évacuations et même d'incendies. Mais le plus souvent, sur ce dernier point lié aux incendies, les soldats du feu, tels qu'on les appelle, rencontrent d'énormes difficultés pour maîtriser les flammes. Le colonel à la retraite, Mamadou Fofana, expert en sécurité et ancien commandant de sous-groupement. Il y a des points sur lesquels il y a des insuffisances, voire des lacunes très graves. Aujourd'hui, la réglementation en ce qui concerne la sécurité incendie dans les établissements recevant du public n'est pas respectée. Plus particulièrement au niveau des marchés. Je dis d'emblée, je l'assume, aucun marché au Sénégal n'est réglementaire. Aucun marché au Sénégal n'est réglementaire en matière de sécurité incendie. Voilà le premier problème. À partir de cet instant-là maintenant, les pompiers vont rencontrer d'énormes problèmes parce qu'ils vont être confrontés à des découvertes dans les marchés parce que des défauts de contenu et de contenant des produits qui ne sont pas répertoriés, que nous ne connaissons pas. Ensuite, il y a un problème d'électricité, un problème de circulation, un problème d'occupation de la voie publique et il y a une anarchie totale. Et pourtant, les sapeurs-pompiers ont récemment reçu du matériel pour pouvoir faire face à toute éventualité. Mais il y a des préalables, ajoute notre interlocuteur. Le préalable, c'est quoi? Je prends le cas du marché de Touba, directement. Si au départ, au niveau du marché, il n'y a pas de réserve en eau, il n'y a pas une installation pour lutter contre les incendies, il n'y a pas des équipes qui sont mises en place pour que dès la naissance du feu, que ces gens-là puissent attaquer le feu, il y a problème. Et ce dispositif n'y pas. Il n'y a pas d'eau dans les marchés, il n'y a pas d'installation. Les casernes sont assez éloignées des marchés, il faut compter 10, 15 à 20 minutes pour arriver si la circulation le permet. Mais à partir de ce moment-là, les produits qui sont stockés et très combustibles, mais le feu n'attend pas. L'autre problème est lié au maillage du territoire. Plusieurs localités ne disposent pas de camps de sapeurs-pompiers, ce qui fait que quand un incendie se déclare, les dégâts se comptent à coups de millions CFA parce que tout simplement, les sapeurs-pompiers mettent du temps pour arriver au lieu du sinistre. Et sur ce point, le colonel Mamadou Fofana demande aux collectivités territoriales de s'investir. C'est une réalité. Mais moi, je pense que, et ça je le dis à l'endroit des maires, qui doivent s'organiser. La lutte d'abord, c'est trouver du personnel. Il y a des pompiers qui sont à la retraite, qui ne travaillent pas. On peut créer des équipes de première intervention au niveau des établissements recevant du public et au niveau des marchés. Mettre des extincteurs en quantité suffisante et réglementer les heures d'ouverture et de fermeture des marchés. Un marché s'ouvre le matin à 6h, à 18h, il est fermé. Extinction des lumières, des courants, le courant est coupé et il y a une surveillance qui se fait. En attendant, le problème reste entier. Il faut une réorganisation et une restructuration des marchés au Sénégal pour réduire les risques d'incendie qui impactent négativement sur l'économie nationale. 12h07, nous l'avons appris tout à l'heure, les commerçants transitaires et transporteurs du port autonome de Dakar ont mis fin à leur arrêt de travail démarré hier pour 72 heures.
Ils ont levé leur mot d'ordre après plus de 9 heures de négociations avec les autorités. Des points d'accord ont été trouvés entre les deux parties qui vont poursuivre les discussions à travers un séminaire prévu ce week-end. Écoutons Mai Meng, coordonnateur du collectif des acteurs portuaires, au téléphone avec El Hadj Ndiogou Diène. Nous nous sommes réunis hier au niveau de Diamniadio avec le gouvernement de 15h à 24h45. Nous avons échangé sur 18 points qui étaient inscrits sur la plateforme revendicative. Nous avions demandé pour certains points des mesures immédiates et pour d'autres de les traiter à court terme, c'est-à-dire vendredi, samedi, dimanche en séminaire. Et les termes de référence ont été partagés. Nous avons eu satisfaction donc sur ces points et nous avons levé le mot d'ordre ce matin. Nous avons repris le travail depuis ce matin. Quelles sont ces solutions proposées? Sur quoi vous vous êtes entendu avec les autorités concrètement? Les grandes lignes, ce sont les frais de magasinage sur extari détention. L'autre grande ligne, ce sont les conteneurs vides qu'ils refusaient de prendre les armateurs et qu'ils ont accepté. Les autres points, ce sont les faux frais dont on parle et qui ont été développés dans le séminaire. Et tout ça qui était répercuté sur des paniers de ménagères. Et à partir de maintenant, au moins ces 3 points principaux levés. Et nous avons accepté de continuer nos discussions vendredi, samedi, dimanche et pour arriver aux points qui sont à régler à court terme. Juste pour vous donner l'exemple donc des transitaires qui, aujourd'hui, pour une journée, peuvent normalement apporter à la douane 1 milliard de recettes. Hier, les transitaires n'ont pas déclaré. Ce n'était pas notre souhait, mais comme on ne pouvait plus continuer à travailler et à tout perdre de l'argent, mais on avait décidé d'arrêter, de parler avec les autorités de ce pays pour quand même qu'une solution durable soit trouvée. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. La pénurie d'eau persiste dans plusieurs quartiers de Dakar. Certains coins de la Médina ne sont pas épargnés et les maux sont tous les mêmes. La fatigue à force d'aller puiser de l'eau dehors et la galère financière. Anna Rocha a fait un tour ce matin à la rue 34, angle 43. Reportage. Ce qu'on vit maintenant, c'est très difficile, ni la nuit, ni le jour. À bientôt 70 ans, Madame Sall n'en peut plus, lasse d'attendre que le précieux liquide coule enfin de ses robinets. Je me réveille le matin, je fais les escaliers pour venir regarder si le robinet coule. Un petit filet, même ça ne coule plus du robinet. Bidons, seaux, bouteilles, fûts d'eau ornent la cour de sa maison. Le calvaire dure au moins depuis 3 mois. Pour aller au robinet du coin, puiser, tu payes bidon. Un bidon à 50 francs. Le petit bidon de 10 litres, tu le payes à 25 francs. Le seau, tu le payes à 50 francs. La bassine à 50 francs. Ensuite, tu payes le transport. Parce que les filles ne peuvent pas prendre toute la journée des bassines d'eau sur leur tête. Hein? Tu payes l'eau, tu payes le transport. Et la fin du mois, la facture vient et tu payes la facture. Chaque jour, tu dépenses 33 000 francs pour avoir de l'eau. Hein? Ils l'ont puisé jusqu'à devenir malade. Le plus souvent, ses filles ou ses domestiques marchent jusqu'à l'autre bout de la rue, au quartier Face, pour s'approvisionner en eau. Asta Cissé, une autre habitante de la rue 34, angle 43, souhaite une solution rapide à ce problème. On est obligé d'aller chercher de l'eau dans les robinets publics. C'est une situation extrêmement difficile. Ce n'est vraiment pas normal. Ces habitants de la Médina, désespérés, se sentent seuls au monde, abandonnés. Mais ils sont loin de se douter que des centaines d'autres Dakarois vivent cette pénurie d'eau depuis des mois également. Eau toujours, mais cette fois-ci la pluie qui est abondamment tombée cette année et qui a causé des inondations spectaculaires dans certains quartiers à Dakar et dans d'autres régions du pays. Vous le savez, l'Assemblée nationale avait mis en place une mission d'information. Le rapport a été remis au président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, la semaine dernière. Le rapporteur de la mission d'information de l'Assemblée sur les inondations révèle des incohérences en termes de chiffres et d'appellations. Par ailleurs, le député shérif Théodore Montey, membre de la mouvance présidentielle, s'oppose à un éventuel 3e mandat du président Macky Sall. Il était l'invité des RFM Matin. Synthèse avec El Hadj Ndiogou Diène.
Rien que l'appellation pose problème dans la gestion des inondations, selon Chérif Théodore Monteil, rapporteur de la mission d'information parlementaire sur les inondations. On s'est rendu compte d'une première incohérence, c'est-à-dire il y avait plusieurs appellations concernant le plan ou programme décennal de lutte ou de gestion des inondations. Le ministère de l'eau parle de programme décennal de gestion des inondations, le ministère des Finances parle de plan décennal de lutte contre les inondations. Donc, ces différentes appellations apportent une certaine confusion dans l'esprit des gens. Une autre incohérence qui crée la confusion concerne les montants dépensés. Le niveau de dépenses communiqué par le ministère de l'eau ne correspond pas forcément avec le niveau de décaissement que nous avons reçu du ministère des Finances. Donc on a un chiffre qui tourne autour de 516 milliards ou 511 milliards qui vient du ministère de l'eau et un chiffre autour de 290 milliards qui vient du ministère des Finances. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que dans la gestion des inondations au Sénégal, il y a une multiplicité d'acteurs. Il y a certaines agences qui ne sont pas forcément comptabilisées dans le cadre du ministère de l'eau. Le député enfile ensuite sa casquette politique. Ce leader de parti, membre de la coalition Benno Bokk Yakaar, invalide la candidature de Macky Sall à un 3e mandat. Je suis convaincu que la Constitution est claire et qu'elle dit que nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Le président ayant fait 2 mandats, quelle que soit la durée de ces mandats, ça reste 2 mandats et donc la Constitution ne lui permet plus de se présenter à la prochaine élection. Théodore Chérif Monteil considère par ailleurs les retrouvailles entre Macky Sall et Idriss Seck comme un deal sur le dos des Sénégalais. Il parle d'un deal pour une candidature de l'un ou de l'autre à la présidentielle de 2024. Restons avec les institutions de la République pour dire que le président du Conseil économique, social et environnemental, Idrissa Seck justement, sera installé après-demain, jeudi 19 novembre, au siège du Conseil. Le communiqué précise que la cérémonie aura lieu en présence de l'ensemble des conseillers et un nombre limité d'invités. Ce qui nous amène au point du jour sur l'évolution du Covid-19 au Sénégal. 5 cas positifs ont été annoncés ce matin lors du briefing du directeur de la prévention et porte-parole du ministère de la Santé et de l'Action sociale, le docteur Mamadou Ndiaye. Il s'agit d'un cas contact et de 4 cas de contamination communautaire. 4 patients ont été déclarés guéris et 3 cas graves sont actuellement pris en charge en réanimation. Aucun décès n'a été enregistré. En tout, 551 tests ont été effectués. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. L'agriculture, une solution pour fixer les jeunes et les empêcher d'entreprendre l'aventure de l'émigration clandestine. La recette marche à Taïba Ndiaye, selon le maire de la localité, Alelo, qui rencontrait les conseillers de sa municipalité, mais également les enseignants et le commandant de la gendarmerie de Mboro. Seul point noir relevé par l'élu, la montée en puissance du banditisme et de la délinquance juvénile. Correspondance Cheikh Anta Diop. Sur la question de la sécurité à Taïba Ndiaye, le maire Alelo estime que sa localité ne doit pas être le ventre mou de la lutte contre le banditisme. Sinon, dit-il, tous les efforts entrepris jusque-là seront vains. Parce que nous avons senti des menaces, des attaques sur l'aspect sécurité. Et aujourd'hui, c'est une priorité pour nous. C'est des enfants qui habitent même dans la localité, parfois en connivence avec d'autres, qui sont de Tivaouane et même d'autres régions. La délinquance aujourd'hui est en train de menacer l'ensemble des zones urbaines, mais aussi des zones rurales. Au niveau de la gendarmerie, nous avions formulé à la demande. L'État nous a demandé, sur nos propres moyens, de construire le poste. Ils vont doter le poste d'agents. Le poste est en construction et la réception sera faite avant fin décembre. Cela participe pour renforcer la sécurité. La situation des jeunes de Taïba Ndiaye préoccupe les autorités territoriales. 0 émigration clandestine, c'est leur objectif. Grâce à la modernisation de l'agriculture, rares sont les jeunes qui font l'aventure, qui quittent le terroir pour aller à Dakar et encore moins pour aller à l'extérieur. Le drame que nous avons vécu ces temps-ci avec l'immigration clandestine, que nous devons tous travailler pour trouver le maximum de solutions par rapport aux préoccupations de ces jeunes. Cette rencontre avec les enseignants, les élus locaux de Taïba Ndiaye et le commandant de la brigade de gendarmerie de Mboro a été un prétexte pour le maire de Taïba Ndiaye de distribuer des fournitures scolaires aux écoles. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Je vous propose maintenant d'entendre l'avis et les recommandations du directeur de la prévision et de l'analyse des statistiques agricoles au ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural sur les voies et moyens d'arrêter l'émigration clandestine. Selon Ibrahima Mendy, il faut s'interroger sur l'efficacité des programmes développés pour lutter contre le sous-emploi des jeunes, au besoin les réajuster. Correspondance Lamine Ba.
Face à la résurgence du phénomène de l'immigration clandestine, le temps est venu d'interroger l'efficacité des programmes développés contre le sous-emploi des jeunes de l'avis du directeur de la prévision et de l'analyse des statistiques agricoles au ministère de l'Agriculture. Ibrahima Mendy souhaite une vérification de l'adéquation des stratégies déployées par ces programmes et la demande exprimée par les jeunes pour mieux faire face au phénomène. Il y a des possibilités ici. Maintenant, il faut aussi également que les structures qui sont chargées d'accompagner, que le président a mis en place, qui sont chargés d'accompagner ces jeunes, qu'il y ait beaucoup plus de suivi de leurs actions. Parce que le président a tout fait. Il a mis en place l'ADER, il a mis en place le FOGIP, il y a l'ANPEJ, des projets qui sont chargés de régler la question de l'emploi. Je pense qu'il y a lieu quand même peut-être de se poser des questions et de voir de nouvelles orientations pour pouvoir vraiment mener à bien cette activité et que nos jeunes frères restent ici. Moi, je crois à la réussite au Sénégal, en Afrique et plus particulièrement en... Le technicien invite les jeunes à tenter l'aventure dans le secteur de l'agriculture en lieu et place d'une aventure incertaine et suicidaire dans les océans. Il faut tenter l'aventure dans le secteur de l'agriculture et non en Europe. Il y a nos compatriotes qui vivent des situations très difficiles en Europe. Moi, j'ai vu, si vous allez à Paris, il y a tout un quartier où les gens vivent là-bas des situations vraiment inhumaines. Ibrahima Mendy s'exprimait en marge d'une cérémonie de distribution du don de matériel de construction à des dizaines de familles impactées par les inondations et qui n'ont pas été prises en charge dans l'appui de l'État. Lamine Baz, Guinchor, Radio Futur Média. Toujours au sujet de l'immigration clandestine dans les quartiers de la Langue de Barbarie à Saint-Louis, où vit une forte communauté de pêcheurs. Le message du Khalife général des Mourides est bien apprécié par les talibés et les populations, notamment chez les jeunes, qui acceptent de renoncer au départ pour l'Espagne. Toutefois, il demande à toutes les autorités religieuses de parler aux autorités de l'État pour plus d'emplois et de financement pour les jeunes qui ne veulent que travailler. Mohamed Nabissila. Sur la Langue de Barbarie et dans plusieurs quartiers de la vieille ville, le message du Khalife général des Mourides demandant aux jeunes de renoncer à l'immigration clandestine est bien accueilli par les populations. Des pêcheurs expliquent qu'ils renoncent à toute activité de ce genre, car se conformant au ndigal du Khalife général des Mourides, trouvé sur la berge fluviale, Mahoussen donne son avis. Ces propos transmis par le porte-parole nous sont venus droit dans le cœur et nous ne pouvons que nous y conformer car il s'agit de notre foi. Nous sommes des talibés et nous restons des talibés. Nous nous conformons au ndigal. Nous n'acceptons pas que les jeunes s'engagent dans cette voie. C'est pour ça que nous lançons un appel aux jeunes pour qu'ils se conforment aux directives données par le Khalife. Les autorités religieuses sont également invitées à intercéder auprès de l'État pour que les jeunes trouvent du travail et une vie décente dans leur pays. Nous demandons également au Khalife de parler à l'État du Sénégal en nous aidant à améliorer notre quotidien ici pour ceux qui veulent de l'emploi, mais également ceux qui veulent des financements pour travailler. Je suis sûr que les autorités religieuses parleront aux autorités de l'État. En tout cas, il faut que l'État nous rassure pour qu'on puisse trouver le travail nécessaire pour vivre dignement dans ce pays. Depuis quelques jours, aucun départ de pirogue n'est noté à Saint-Louis, où les pêcheurs, notamment les capitaines de pirogue, renoncent à toute activité liée à l'immigration clandestine. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. RFM. L'actualité internationale. À 12h21, rebonjour Georges Dessé Diop. Rebonjour Souleymane Niang. Le Mali rend hommage à Amadou Toumani Touré, décédé la semaine dernière. Les obsèques nationales de l'ancien président se déroulent depuis ce matin dans l'enceinte du génie militaire à Bamako. C'est en présence du président de la transition Bandao et de son vice-président, le colonel Assimi Goïta, mais également de l'ancien président Alpha Oumar Konaré. Les premiers ministres du Niger et de la Guinée-Bissau prennent part également à la cérémonie. Amadou Toumani Touré est décédé dans la nuit du 9 au 10 novembre en Turquie. Son corps a été rapatrié samedi dernier par avion présidentiel ATT, décédé à l'âge de 72 ans, a dirigé le Mali en 1991-1992 et a été son président de 2002 à 2012 en Guinée-Bissau. Les restes mortuaires de l'ancien président
Joao Bernardo Vieira ont été transférés hier au cimetière des Martyrs, le Panthéon bissau-guinéen. Joao Bernardo Vieira, ex-héros de la guerre d'indépendance contre le Portugal, a été assassiné le 2 mars 2009 par un groupe de militaires qui dit avoir vengé leur chef, le général Batista Tagmenawaye, tué quelques heures auparavant dans un attentat à la bombe. En Guinée voisine, 5 responsables de l'opposition placés sous mandat de dépôt à la prison de Conakry. Il s'agit de Abdoulaye Ba, Ousmane Gawal Diallo et Selou Baldé, tous membres de l'UFDG, ainsi qu'Étienne Soro Pogui du mouvement des Valeurs communes, soutien de Selou Dalen Diallo lors de la présidentielle du 18 octobre dernier. Ils ont été inculpés hier de fabrication et détention d'armes de guerre et atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Ils rejoignent donc en prison l'un des vice-présidents de l'UFDG, Ibrahim Cherif Ba, inculpé et placé sous mandat de dépôt la semaine dernière pour les mêmes motifs. L'accord de cessez-le-feu au Sahara occidental entre le Maroc et le Front Polisario sur point mort. C'est à cause de l'intervention militaire du royaume chérifien pour reprendre le contrôle de Guerguerat, ce point de passage frontalier où transitent les produits marocains vers la Mauritanie et le reste du continent. Plus de détails avec Mohamed Diop. Le Maroc et le Front Polisario ont signé en septembre 1991 un cessez-le-feu qui sera plusieurs fois violé par les deux parties selon les Nations Unies. Cette fois, c'est le Front Polisario qui annonce carrément son retrait du cessez-le-feu. Les séparatistes protestent contre l'opération militaire marocaine qui a débloqué le point de passage frontalier de Guerguerat. De son côté, Rabat accuse le Polisario de provocation et d'entrave à la circulation des personnes et des biens à travers Guerguerat. En réalité, la situation de Guerguerat reflète cette profonde division entre le Maroc et le Front Polisario quant à l'avenir du Sahara occidental, cette colonie espagnole annexée par le royaume en 1975. Aujourd'hui, les deux parties sont d'accord sur la tenue d'un référendum, mais elles s'opposent sur la formule dont dépendront les résultats. En effet, Rabat est prête pour une large autonomie de la région, mais sous sa souveraineté. Pas question, disent les Sahraouis, qui réclament tout simplement l'indépendance. Mohamed Diop, Nouakchott, RFM. Et puis notez que le trafic routier a repris dans la zone bloquée par le Front Polisario. Les indépendantistes du Front Polisario affirment toutefois que des combats se poursuivent dans ce territoire disputé. On revient au point mort. C'est la fin de ce journal international. Merci Georges Détié-Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, tout à l'heure, nous débattrons de la pénurie d'eau potable qui affecte plusieurs quartiers de Dakar et qui soulève de plus en plus de mécontentement chez les usagers. Nous parlerons aussi des solutions en cours et en vue avec Maître Massokhna Kane, président de SOS Consommateurs, et Ndiaye Diop, directeur de la communication de la société Sen'Eau. RFM Sport. Pour l'actualité des sports, rebonjour Malal Junior Diagne. Rebonjour Suleiman. Basketball d'abord, les Lions du Sénégal prêts pour le tournoi de Kigali. Le tournoi de Kigali qui va se dérouler du 25 au 29 de ce mois, tournoi donc pour la qualification à l'Afrobasket. Les Lions du Sénégal vont donc y aller en ordre dispersé, mais pour le directeur technique national, toutes les dispositions ont été prises pour un bon regroupement à Kigali. Moustapha Gaye, le directeur technique national avec RFM. Nous sommes très malins sur le plan administratif, sur le plan de la logistique, parce que je pense que nous avons pris les bonnes décisions par rapport à la FONEX-FIBA, qui ne nous permet aucunement de nous entraîner au Sénégal avant de partir. Donc nous avons donné rendez-vous à tout le monde là-bas le 23 au plus tard, pour pouvoir nous entraîner le 23 et le 24, avant d'entamer les matchs le 25. Parce que sur ce plan-là, la fédération a anticipé, on a travaillé avec l'entraîneur et le manager général Matar Ndiaye sur vraiment tout ce qu'il faut pour arriver là-bas et être dans de bonnes conditions. Mais il faudra être très attentif par rapport au test Covid. Je pense qu'incessamment, la liste sera publiée. Dès qu'on aura des certitudes par rapport au test que nous allons faire 72 heures avant le départ. Alors coach, quelles sont les chances du Sénégal à Kigali pour sortir victorieux de ce tournoi? Elles sont réelles, elles sont intactes parce que nous avons une poule assez difficile avec l'Angola et le Mozambique surtout. Mais je pense que nous avons nos chances et on va les jouer à fond.
Le tournoi donc va se dérouler du 20 au 29, comme on l'a dit tout à l'heure. Le Sénégal va croiser l'Angola, le Kenya et le Mozambique. Une autre équipe nationale qui retrouve les compétitions africaines, les U18 chez les filles. Après 8 ans de suspension, l'équipe nationale va retrouver l'Afro-Basket, sera au Caire. Quelles sont les chances du Sénégal après 8 ans d'absence? Réponse avec Mor Bassignan. 8 ans après, les Lioncelles vont essayer de reconquérir ce titre face à des adversaires de taille comme le Mali, l'Égypte et le Rwanda. Il faut noter qu'il y a juste 4 équipes engagées dans cette compétition aux dernières nouvelles. Ce sera un peu difficile pour les filles de Ousmane Diallo d'aller titiller les Maliennes qui dominent le basket féminin au niveau des petites catégories avec les U18 et notamment avec les U16. Donc il faudra s'armer de courage, mais aussi beaucoup de volonté pour au moins disputer les demi-finales et pourquoi pas être sur le podium au finish. Le groupe a beaucoup de qualité. Il y a des joueuses qui sont à l'étranger, qui vont renforcer l'effectif dans quelques jours, à partir du 23 novembre, lors du regroupement interne. On ose espérer que ce groupe puisse aller décrocher cette qualification en Coupe du Monde, à défaut de remporter ce titre. Ils ont les moyens parce qu'il y a des jeunes comme Binta Badian, la fille d'Astou Ndiaye, qui a un excellent niveau, qui a participé récemment au dernier stage des Lions A. Donc on peut compter sur ces joueuses-là. Il y a d'autres joueuses qui évoluent en Espagne, en France, qui sont dans les équipes de National 1 et de National 2, qui ont juste 18 ans, moins de 18 ans même. Donc on peut compter sur ces talents-là. À cela, il faut ajouter les joueuses locales issues des clubs comme le Duc, etc., qui peuvent prétendre qui peuvent nous valoir des satisfactions. Tournoi prévu du 1er au 10 décembre. Mor Bassignan qui était avec Sodekam, on parle de football. Avec la Ligue des Nations, aujourd'hui la France qui joue contre la Suède pour finir l'année civile, Croatie, Portugal. Espagne, Allemagne, belle affiche. La Suisse qui va croiser le fer avec l'Ukraine. Pour parler de la Coupe du Monde 2022, les éliminatoires de la zone Amérique du Sud. Aujourd'hui, 3 matchs au programme. Venezuela contre Chili, Colombie contre Équateur et une belle rencontre à suivre, l'Uruguay qui va croiser le Brésil. Souleymane. Boxe, Souleymane Baye, ancien champion du monde, dévoile son projet pour le Sénégal. Un Souleymane peut en cacher un autre. Souleymane Baye, ancien champion du monde, est devenu président de la Ligue professionnelle de boxe, veut faire de Dakar un hub. Pour commencer, on va organiser un tournoi international entre le Sénégal et le Cameroun. Souleymane Baye, que nous écoutons. À travers cette ligue, ce que je veux faire surtout, c'est montrer de la boxe sénégalaise au niveau international. Je ne veux plus que ce soit les boxeurs occidentaux qui partent. Je veux plus que ce soit les boxeurs sénégalais qui partent à l'Occident, mais ce soit les médias occidentaux qui viennent au Sénégal. Et donc, pour l'intérêt, c'est de faire déjà, on veut monter un gala de boxe international contre le Cameroun, le 4 décembre, Inch'Allah. Donc, on attend les autorisations et tout va faire pour qu'on a déjà en interne choisi les boxeurs avec tous les clubs sénégalais pour qu'on puisse sélectionner. On a choisi 6 boxeurs contre le Cameroun, donc 2 poids lourds, 1 poids moyen, 1 super léger et une fille amateur au niveau olympique pour promouvoir un petit peu la boxe internationale et bien sûr beaucoup de combats amateurs, mais aussi boxe éducatif parce qu'on travaille dès maintenant pour la boxe de Dakar 2026. Et au-delà de ça, ça va me permettre d'avoir moi avec tous les grands promoteurs avec qui j'ai pu travailler, qui viennent au Sénégal, qui apprécient nos athlètes sur nos soirées et de là ça pourra donner à nos athlètes d'avoir une chance de signer avec des grands promoteurs, de pouvoir aller boxer à l'étranger mais surtout de revenir ici. Sur le plan matériel, il y a encore beaucoup de travail. Le Sénégal c'est un grand champion de la boxe. Oui bien sûr, parce que l'idée pour tirer les athlètes, effectivement c'est assez difficile, mais tout doucement avec la volonté du président de la fédération et aujourd'hui avec le comité olympique qui nous prête et qui nous donne d'ailleurs ces rings, ces gants et tout ce matériel, distribué un petit peu partout dans le Sénégal, ça va pouvoir motiver tous ces jeunes et surtout les entraîneurs de voir la considération que la fédération leur donne afin de trouver des athlètes au top niveau. Voilà, pour ce tournoi, Souleymane, RFM va mettre comme représentant Abdoulaye Diop. Merci Malal Diagne Junior. Voilà. Bon appétit, bon après-midi. Il est 12h31. RFM, la presse du jour. La presse de ce mardi 17 novembre 2020, lue et commentée par Georges Détié Diop.
Encore un drame de l'émigration clandestine. Plusieurs morts annoncés dans le naufrage d'une pirogue de migrants au large du Cap-Vert. Selon Libération, l'embarcation qui a pris feu transportait des Sénégalais et des Gambiens. Le secrétaire d'État aux Sénégalais de l'extérieur confirme l'accident dû à l'explosion du moteur, mais parle plutôt d'un mort. Le journal Vox Populi, lui, fait état de 70 rescapés et fait savoir qu'il y avait 150 migrants à bord de l'embarcation. Ils voulaient se rendre en Espagne, où 3000 Sénégalais ont débarqué en 48 heures. Les chiffres sont à la première page de Tribune. Le journal cite le président de l'ONG Otra Africa, qui était hier l'invité de RFM Matin, Souleymane Alioune Diallo, qui propose la mise en place d'une cellule de crise au ministère des Affaires étrangères, laquelle va veiller au quotidien sur l'évolution de la situation. Pendant ce temps, le président de l'association des Sénégalais des îles Canaries alerte dans Le Témoin. Il explique que le phénomène est devenu à la fois plus dramatique et excessif au point de provoquer la haine et la colère des habitants espagnols. Sur ce point, souligne Le Témoin, Moustapha Sow alerte le gouvernement du Sénégal et l'invite à prendre ses responsabilités pour éviter une éventuelle chasse à l'homme noir. Ici à Dakar, en plus de l'immigration irrégulière qui fait débat, c'est la pénurie d'eau qui affecte les populations. Ainsi, Walf Quotidien clame que Diamalaye et Grand Yoff sonnent la révolte. Selon le journal, les femmes des cités Diamalaye et Poste ont investi hier l'agence Sen'Eau à Yoff pour dénoncer les perturbations récurrentes dans la distribution de l'eau dans leur quartier. Pour ce qui est de la santé, Le Quotidien nous apprend que les ambassadeurs de la France et de la Grande-Bretagne ont salué la gestion du Covid-19 par le Sénégal qui a réussi à maîtriser sa progression. C'était hier lors du lancement par l'Institut Pasteur d'une plateforme dédiée aux tests de diagnostic rapide du Covid-19 et d'autres pathologies pour améliorer l'accès au diagnostic des maladies épidémiques et négligées au Sénégal. Et l'on parle du Conseil économique, social et environnemental. L'Observateur révèle que Idrissa Seck a différé d'une semaine sa prise de fonction. En cause, une fouille lancée contre son prédécesseur. L'Obs indique que le leader du parti Réumi a envoyé une mission de vérification au Conseil économique, social et environnemental. À ce propos, l'ex-présidente Aminata Touré confie au journal qu'Idrissa Seck a fait interdire l'accès des locaux du Conseil au DAF et au DRH qui devaient faire le point à ses collaborateurs. Les conséquences donc du retour de Réumi dans la mouvance présidentielle. Enquête s'intéresse au casting et à la stratégie de Macky Sall. Un dossier sur le sujet. Génie politique, infanticide contre son parti, récupération d'adversaires éprouvés de l'opposition. Pour mon confrère, le dernier casting présidentiel fait en tous les cas débat. Mais pour l'analyste politique Jean-Louis Correa, le choix d'Idrissa Seck est un pari politique. Quant à Moussa Diaw, enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, il confie que Macky Sall est en train d'ouvrir une voie pour le 3e mandat. Va-t-il être rejoint par Issa Sall? Dans l'AS, certains de ses proches l'annoncent dans la mouvance présidentielle. L'AS qui constate qu'Issa Sall s'éloigne de plus en plus du parti de l'unité et du rassemblement dont il a été par le passé le coordinateur et le candidat à la présidentielle de 2019. D'ailleurs, d'après des informations de mon confrère, il va bientôt annoncer son départ de la formation politique des Moustarchidines pour créer son propre parti. Et l'on reparle du bras de fer entre Sedima et population de Ndingler. Source A souligne que c'est toujours le statu quo à l'approche de la fin de la solution provisoire du président Macky Sall. Aucune négociation n'a eu lieu entre les deux parties, ce que confirme le chef du village de Ndingler. Abdoulaye Dione confie à Source A qu'il reste à l'écoute des autorités qui avaient proposé cette solution, car l'hivernage est derrière eux et qu'ils vont bientôt terminer les récoltes. Mais une chose est sûre, à ses yeux, ils ne sont pas prêts à céder leur terre. La balle donc, selon lui, dans le camp de ceux qui avaient trouvé cette solution provisoire. Les sports à présent avec la candidature de Maître Augustin Senghor à la présidence de la CAF, la Confédération africaine de football. Vox Populi apprend que déjà 15 pays sont derrière le président de la Fédération sénégalaise de football et sa candidature est déposée par le Sénégal, la Gambie et le Gabon. D'ailleurs, il dit avoir eu la garantie et l'accord des autorités de l'État du Sénégal. À la première page de Record, il déclare être l'homme de la situation. Et pour terminer, à la une du journal Les Échos, des jumelles siamoises condamnées à vivre ensemble. Selon le journal, leur papa, Ibrahima Ndiaye, n'a pas voulu prendre la décision d'effectuer une opération chirurgicale qui peut entraîner la mort d'une des jumelles. Ainsi informe Les Échos. C'est une triste missive signée par les jumelles de 3 ans pour mettre en place une fondation afin de venir en aide aux enfants qui seront amenés à avoir les mêmes problèmes de santé ainsi que l'accès au scanner pour les femmes enceintes afin de détecter très tôt ce genre de complications. Plus de 140 millions de francs CFA, c'est la somme que voudrait collecter
détecter les jumelles siamoises Ndei et Mariem. À vos kiosques et bonne lecture.